Bonjour mes chers amis, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va enchaîner avec l'explication d'un texte littéraire. Comment réussir cet exercice lors d'un examen oral, soit au CPGE, ou bien à l'agrégation, ou bien au concours professionnel. Pour ce faire, on va aujourd'hui traiter un poème de Abdeltif Bhiri, un poète marocain, avec l'intitulé de son poème Délire de plume. Mais avant de ce faire, on va essayer de vous donner qui sont les pistes pour réussir cet exercice littéraire, c'est-à-dire la méthodologie à suivre. Alors prenez un stylo et écrivez ces éléments-là. Pour l'introduction, comme vous le savez, il doit être clair, limpide, suffisante et intéressante pour préparer ceux qui écoutent à l'explication. Dans cette introduction, il y a 3 temps. Tout d'abord, on doit identifier le texte, le définir. Par exemple, dans le cas de notre explication d'aujourd'hui, un poème, on peut par exemple introduire ce poème, son emplacement par rapport à son recueil. Par exemple, on peut éclairer l'intérêt du poème par rapport au recueil. Mais si on ne sait pas de quoi il s'agit, par exemple un poème tronqué d'un recueil qu'on n'a pas lu, alors dans ce cas, on peut amener le sujet par une définition thématique qui a un rapport avec le sujet abordé du poème, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, après l'identification, il y a la caractérisation du texte. Puisqu'il s'agit ici d'un poème, on doit dire le genre. On va parler un peu de genre, de la tonalité du texte. On peut par exemple évoquer les circonstances autobiographiques. Après, troisième temps dans l'introduction, on parle un peu de sujet qui parle, de quoi il s'agit, s'il y a de la versification, est-ce qu'il s'agit par exemple d'une forme fixe, d'un poème ou bien d'un poème libre, comme on va voir avec Abdeltif Bhiri. Et après ce troisième temps dans l'introduction, on doit lire, on fait la lecture de passage. Lorsqu'on lit, on va présenter la problématique. On peut dire la problématique, on peut dire aussi le projet de lecture. Alors, ce projet de lecture doit être synthétique. Il doit ramener toutes les remarques à un axe central, à un principe unificateur. Il ne faut pas choisir un projet mineur, mais il doit regrouper toutes les remarques déjà faites lors, par exemple, de la préparation, d'ordre technique et thématique. Alors, il ne faut pas séparer les deux choses, les deux remarques, thématiques et techniques, dans le projet. Alors, après le lancement de ce projet de lecture bien problématique, on va passer au mouvement. Les mouvements du texte, qu'est-ce qu'un mouvement? Il renvoie à une unité de sens, d'accord, repérée dans le texte, d'accord. On va voir ensemble de quoi il s'agit dans notre texte. Alors, dans chaque mouvement, on doit justifier notre choix tout d'abord de l'intitulé du mouvement, pourquoi on a choisi ce mouvement et non pas un autre, pourquoi on a délimité de la sorte le texte objet de notre analyse. Après, on va essayer d'argumenter depuis le texte. Toujours, on part du texte pour faire émerger un sens et par la suite une interprétation. Alors, je vais vous présenter mon explication de ce poème, Délire de plume, de Abdeltif Bhiri, avant de passer au point de grammaire. Vous pouvez repérer toutes les étapes déjà avancées ici, dans mon introduction. Alors, je commence l'explication. Qu'est-ce que l'écriture? Alors, puisque j'ai opté pour la deuxième option, c'est-à-dire je vais opter pour
une introduction thématique qui va introduire la thématique traitée déjà par le poète dans son texte « Délire de plume ». Je commence. Alors, qu'est-ce que l'acte d'écriture? Qu'est-ce que l'acte d'écriture, sinon une transposition de réflexion sur des papiers ou sur des feuilles tout court? Qu'est-ce que l'écriture, sinon une forme concrète d'une pensée? Qu'est-ce que l'écriture, sinon un passage de l'abstraction à la concrétisation de la langue ou d'un langage qui s'opère tout d'abord dans notre fort intérieur pour se transformer en lettres, en discours pragmatiques, fonctionnels, scientifiques, en littérature ou encore en essais critiques, littéraires ou autres? Qu'est-ce que l'acte d'écrire, sinon une expression lyrique d'un moi aimant, d'un moi souffrant, ou encore l'expression d'un rebelle, d'un proscrit dans sa société sociale ou bien asociale? Alors, ici, j'essaie de donner une introduction très générale. Après l'introduction, je dois définir maintenant l'acte d'écriture par rapport à la poésie. Alors, j'ai écrit dans la continuité de mon introduction, la définition de l'écriture ne serait à notre sens que par le croisement de tous ces états d'âme envers la société. Dans la poésie, l'acte d'écriture pourrait être un acte de méditation sur le langage et que, à chaque pas, réinvention de ce langage, ce qui implique de briser les cadres fixes du langage, les règles de la grammaire, les lois du discours, c'est bien ce qui a mené les poètes si loin dans le chemin de la liberté. Et là, je cite cette citation de Louis Aragon dans Je chante les âmes et l'homme, dans la préface de son ouvrage littéraire Des yeux d'Elsa. Alors, Abdeltaïf Bhiri ne cesse de nous communiquer un poète qui est ancré dans la société marocaine, tout en étant contre ses travers, ses excès, ses anomalies qui vont à l'encontre de toute l'humanité et de tout humanisme. Alors, j'ai essayé maintenant d'introduire un peu notre poète. Notre texte, objet de l'explication, est un poème d'Abdeltaïf Bhiri, de son recueil Bribes et étincelles, paru dans l'édition Éditive France 2013, qui nous communique à travers lequel sa propre vision et représentation de l'acte d'écrire et de l'acte d'écriture, de la poésie. Ce poème constitue avec les autres poèmes du recueil un cri de refus des canons de tout acte d'écriture. L'originalité de ce poème consiste à dévoiler la représentation du poète eu égard à l'acte d'écrire. Délire de plume, et là on peut, avant de passer à l'explication, on va définir le titre. Délire de plume est un titre composé de deux noms qui se complètent par le moyen de la préposition de, mais qui sont bizarrement juxtaposés. Comment une plume, l'outil de la création, peut compléter le mot délire qui renvoie à une agitation extrême, trouble, qui excite dans l'âme les passions et les émotions fortes? La préposition ne serait à notre sens qu'un simple ligament syntaxique. Elle joue le rôle d'un émoi. Elle joue le rôle de cause à effet. La plume ici est la manifestation d'un émoi poétique, d'un moi politique, d'un moi passionné. Il s'agit d'un titre ici accrocheur, annonciateur d'un programme, d'une suite de définitions. Comment se définit-elle cette plume, cette poésie? Alors là, maintenant, on doit lire le texte d'une façon expressive. Délire de plume. L'acte d'écrire
est un cri de torture. Il émerge de je ne sais où et amène des mots durs ou doux. L'acte d'écriture, loin des fioritures, est un geste bien auguste, saisissant l'inaccessible mais juste. L'acte d'écriture, sans désinvolture, donne du relief au rêve et extrait de l'esprit la sève. L'acte d'écriture, dans l'expectative du futur, se hasarde dans l'aléatoire et génère des mots prémonitoires. L'acte d'écriture démarre sans structure au fil des émotions en transe. Il se construit sa propre cohérence. Et là, je présente mon projet de lecture, ou bien on peut dire aussi la problématique. Nous allons voir à l'aune de notre explication comment, à travers ces multiples définitions transcendantes de son acte d'écriture, Peri met en exergue la beauté de sa propre poésie. Alors, les mouvements choisis 3 mouvements, on peut travailler sur plus, mais faute de temps, j'ai opté pour 3 mouvements. Alors, le premier mouvement que j'ai intitulé « L'acte d'écrire » ou bien d'écriture est un acte entre le saisissable et l'insaisissable. Et ce, pour les 2 strophes, les 2 premières strophes. Deuxième mouvement que j'ai intitulé « L'acte est un pouvoir créateur ». Et là, on va assister à un acte d'écriture qui a un pouvoir sur et dans le monde. Et ce, du vers 9 jusqu'à vers 16. Il était signalé ici comme le premier réflexe lors d'une explication littéraire, on doit avoir un dictionnaire et par là même, on doit numéroter les vers ou bien les lignes dans le cas d'un texte prosaïque. Alors, le deuxième mouvement, de 9 à 16 vers, l'acte est un pouvoir créateur. Je passe. Troisième mouvement, le pouvoir est transcendant, de l'incohérence à la cohérence. Et c'est pour la dernière strophe. Et là, je passe à l'explication du texte. Premier mouvement, l'acte d'écriture est un acte entre le saisissable et l'insaisissable. Alors le jeu qui apparaît au vers 3 du poème n'apparaît que dans un seul vers, marquant son ignorance du lieu où viennent ces mots à la fois durs et doux. Le poète utilise à 2 reprises le verbe être vers 2 et vers 17. Pour définir l'acte d'écriture, on assiste alors à 2 définitions réparties entre les 2 premières strophes, qui d'ailleurs se complètent. Il est tout d'abord un cri de torture qui est inidentifiable, insaisissable, puisque le jeu poète ne peut savoir d'où il émane, d'où il émerge. La forme et les signifiants se conservent, se répètent et charment, si on veut citer Paul Valéry. Alors on doit repérer et opérer le charme qui jaillit de la poésie périenne de M. Appeltaif. L'allitération en R, dont les mots écriture dure, torture, met en relief la souffrance du poète quand il est face à sa propre création, encore en gestation, avant de la compléter pour déduire, dans les vers 7 et 8, qu'elle est juste et digne de respect et de vénération. Même le coordonnant ou peut avoir un sens additif dans le vers 4, dur ou doux, car on dirait que dans tous les cas, l'acte d'écrire est un cri de torture dans la gaieté comme dans le malheur, dans la paix comme dans la violence. Juste une remarque, essayez de suivre avec moi en lisant le poème. Vous pouvez le trouver sur le net pour
voir comment je passe du texte pour l'analyser, l'argumenter, pour préparer une interprétation. Le langage n'est pas seulement poétisé, mais il doit s'accommoder des vérités crues, selon les dires de Paul Éluard. Le mot dur rebondit sur la violence, qui émane d'une poésie censée être douce, mais elle est violente que pour dénoncer une ou des violences environnantes. Le deuxième couple, Auguste-Juste, les deux rimes, sont deux mots qui se complètent dans l'univers poétique de Pléry. Écrire de la poésie ou de la prose est pour lui juste et mérite d'être vénéré, car écrire peut donner lieu à une réconciliation avec soi et avec les autres. Ce serait un moment d'ouverture et de communication sans écran, aucun ce qui est noble dans tout acte de création. Le poète pourrait donc saisir ces mots qui lui sont insaisissables par l'acte de la création poétique. Le langage de Pléry utilise les mots à la fois comme outil et comme objet. Comme outil, fondant le rapport entre le signifiant et le signifié, car on pourrait comprendre facilement l'essence qui se dégage de mots utilisés. Comme objet, car il nous communique l'objet de son écriture, même celui de montrer au lecteur qu'est-ce la poésie pour lui. Et là, avant de passer au deuxième mouvement, je dois ménager une transition qui conclut le premier mouvement et prépare par la même le deuxième mouvement. On pourrait désormais comprendre ce qu'est l'acte d'écriture. Selon le poète, il est digne d'être vénéré, puisqu'il émane de lui, la source de toute création scripturale versifiée. Même si ces mots oscillant entre douceur et violence, il pourrait les saisir, même s'ils lui sont inidentifiables, pour reprendre ses propres mots, car il devrait être juste, et dans son propre esprit, et dans celui de ses lecteurs. Et là, je passe au mouvement 2, le pouvoir de l'acte d'écriture, qui s'étale sur 2 strophes aussi. Du vers 9 ou bien au vers 16. Alors, dans ces vers, la définition de l'acte d'écriture continue, mais non pas par le moyen du verbe être, comme on a vu, mais cette fois-ci avec une série de verbes d'action: donner, extraire, se hasarder, générer, qui se trouvent successivement dans le vers 9, 10, 11, 12. L'acte d'écriture est une action dans l'univers poétique du poète. Dans le troisième quatrain, le poète met en avant le pouvoir de l'acte d'écriture, qui pourrait concrétiser le rêve, ce qu'on peut lire au vers 11, en extrayant de l'âme sa force vitale, le vers 12. Comme interprétation, le mot aléatoire, qui se trouve dans les vers, ne peut être négligé dans notre explication. Alors, comme on le trouve chez André Bergson, car la valeur de la poésie est, je cite Bergson, proportionnelle à son degré d'arbitraire. Dans le quatrième quatrain, l'acte d'écriture pourrait être prophétique, d'où les mots expectatifs du futur, prémonitoire, vers 14 et vers 16. S'il critique le monde où il vit, ou encore s'il décrit sa propre vie, c'est pour mieux prédire le futur, c'est pour mieux attirer l'attention à sa société de ses travers, de cet art, pour qu'elle change dans le bon sens. Car le poète, selon toujours Paul Éluard, le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. Et là, je prépare une transition sous forme d'une question pour passer au troisième mouvement. Mais comment se manifeste la cohérence
dans l'écheveau poétique, le pouvoir transcendant de l'incohérence à la cohérence. Et là, je commente les derniers vers, de vers 17 au vers 20, qui constituent pour moi la chute qui résume tout le poème. C'est comme dans un sonnet, vers les derniers vers, on trouve une chute qui donne une vision générale au poème. Alors ainsi se culminent les définitions de l'acte d'écriture dans un itinéraire croissant, de bas en haut. L'acte d'écriture de la poésie se désigne, se qualifie par et dans les émotions et les sentiments jaillissant d'un moi en transe. Vers 15. Même si son départ pourrait être qualifié sans structure, le vers 14, sans forme, sa cohérence, vers 16, pourrait être senti et compris d'un lecteur surtout averti, d'un lecteur qui collabore avec la poésie, avec le labeur des mots qui dépeignent l'âme créatrice avec ses multiples états. Le lecteur averti ne pourrait qu'apprécier la démarche double du poète quant à la définition de l'acte d'écriture. L'emphase opérée par le procédé stylistique en épiphore, le fait de répéter le même vers au début de chaque strophe, l'acte d'écriture accompagne les lecteurs progressivement et crescendo. Il peut découvrir de la sorte les tendances poétiques du poète. Écriture sans structure, libre de toute contrainte formelle et aussi sémantique, tantôt violent, tantôt doux, exprimant ces différents états d'âme. Ce serait, à notre sens, une emphase qui émane de la passion poétique et du désir de s'affirmer dans le domaine littéraire. Le lecteur peut y trouver plusieurs aspects de la poésie de Bhiri à travers ces mêmes définitions. Dire sans structure, c'est dire qu'il y a une poésie qui a une structure fixe. Alors, sa poésie constitue pour nous un déplacement vers ce qui est informel. Ainsi, on dirait que le lecteur, il a une conclusion du troisième mouvement. Ainsi, on dirait que le lecteur devrait attendre la dernière strophe pour trouver la définition commune de la poésie parmi tous les genres poétiques existants. C'est que l'acte d'écriture de la poésie vise la communication des émotions du poète à ses lecteurs, ce qu'on peut lire dans les derniers vers, et que ces émotions ne se communiquent que par la transgression des règles de la poésie sans structure. Ça, c'est pour Bhiri. Les émotions ne s'y manifestent qu'au travers sa profération de cris de torture. Et là, je passe à la conclusion. En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que la beauté poétique chez Bhiri est une transcendance qui touche tous les domaines de la vie, mis en exergue son moi créateur qui critique, qui observe, qui décrit subjectivement et émotionnellement son entourage. Le poète aurait, à notre sens, rempli sa triple fonction déjà avancée par Arthur Rimbaud dans les Lettres à Demny. Dans son texte, il s'agit d'une missive. Oui. Alors, les trois fonctions, il est tout d'abord voleur de feu, selon l'expression de Rimbaud toujours, car il a pu trouver une forme libre qui sous-tend son propos. Il est, deuxième fonction, multiplicateur de progrès, c'est-à-dire il a un rôle social. Sa poésie met en avant dans la marche au progrès de l'âme universelle. Il a aussi, troisième fonction, un rôle métaphysique, ce qu'on peut lire dans les derniers vers en transe. Ainsi s'achève mon explication. Maintenant, on passe au point de grammaire.
Alors, point de grammaire suit aussi un canevas à suivre, une méthodologie. Et tout d'abord, on présente le phénomène grammatical à traiter. Par exemple, on a choisi la préposition, on doit définir la préposition pour bifurquer vers la problématique. Et à travers la problématique, on va essayer de répondre à la problématique à travers le principe de classement. Comment on a classé ces occurrences qui se trouvent, les occurrences de préposition qui se trouvent dans le texte. Alors, on passe à la définition de la préposition. C'est quoi une préposition? La préposition est un mot grammatical invariable qui aide à construire un complément, à la différence de l'adverbe qui ne gouverne aucun autre mot. La préposition est un outil qui permet de mettre en relation syntaxique des éléments qui, sans elle, ne pourraient être reliés. En l'absence de complément, la présence de la préposition est impossible dans la phrase. On peut donner des exemples, oui, généraux, avant de passer aux exemples, aux occurrences qui se trouvent dans le texte. Il peut être un mot subordonnant. La préposition marque donc la dépendance entre les termes qui l'environnent. La maison, par exemple, de mon père, je pense à mon père, etc. Enfin, le régime de la préposition a toujours un statut de nom, qu'il s'agisse effectivement d'un groupe nominal ou pronominal, d'un infinitif, par exemple, alors à valeur nominale, ou même d'une proposition subordonnée. Par exemple, je m'attends à ce qu'il vienne. On dira donc que la préposition permet d'insérer dans la phrase un groupe essentiellement nominal, syntaxiquement dépendant. Après la définition, je dois décliner la problématique. Mais avant, on peut donner une vision générale sur les occurrences. C'est d'un point de vue morphologique, les occurrences de ce poème d'Abdeltaif Piri ne présentent pas un intérêt particulier parce qu'il ne présente pas des difficultés de compréhension. La problématique, alors, nous étudierons ainsi la syntaxe de la préposition avant d'aborder les aspects sémantiques en rapport étroit avec l'analyse grammaticale. Alors, on va traiter ici la préposition selon deux principes de classification, selon qu'il introduit un complément de nom ou bien il introduit un circonstant ou bien une circonstance. Alors avant de passer à cela, on doit repérer, on doit faire un relevé exhaustif de toutes les occurrences. Alors dès le titre, on trouve une occurrence 2. Alors je vais vous dicter les différentes occurrences que j'ai trouvées. Dans le titre 2, l'acte d'écriture 2, toujours il y a l'abondance de 2 par rapport aux autres prépositions. Vers 3, 2, vers 5, 2, vers 6, il y a une locution prépositionnelle loin des, vers 9, il y a l'acte d'écriture, toujours la répétition, il y a aussi vers 11, du, la forme contractée, 2 plus le, et une autre forme contractée, a, u, au vers toujours 11. Au vers 13, il y a aussi 2. Au vers 14, il y a don et du, la forme contractée 2 plus le. Le vers 15, il y a don et oui. Alors, don, il y a deux occurrences. Sans, il y a le privatif aussi, il y a deux occurrences. Le vers 18 démarre sans structure et vers la fin, au vers 19, il y a la préposition en trans. Alors, je commente maintenant. Tentons ce lien sémantique où la préposition possède alors sa pleine autonomie, du sens introduisant une circonstance. Alors, on peut trouver fréquemment des prépositions qui introduisent une circonstance, à savoir en, qui introduit un complément circonstancié de lieu. En trans. Il y a aussi sans deux fois privatif
Il y a dans, circonstance de lieu, loin de la même chose, au fil de la même chose, de locution prépositionnelle. Mais, deuxième principe de classement, tantôt la préposition ne joue qu'un rôle de ligament syntaxique, permettant simplement de subordonner un nom pour introduire un complément de nom ou un autre oui. Alors, à commenter aussi la forme contractée qui joue le rôle, il y a du, il y a au, dans le même sens. Alors je commente et j'interprète. Le foisonnement des prépositions et les deux locutions prépositionnelles dans le poème remplit la fonction de définition déjà citée dans notre analyse du texte poétique. C'est comme si le poète, par le truchement de ses prépositions, énumère les différentes définitions originales et atypiques de l'acte d'écriture de sa poésie. Ainsi, le foisonnement de prépositions permet de libérer, d'introduire des compléments de substantifs ou des circonstances. Elle serait avisée, à notre sens, de dépasser les mots pour permettre, et là je cite Héry, le poète, permettre de transcender toutes sortes de clivages qui tentent de ligoter l'acte créatif du poète. Alors, ainsi s'achèvent les deux activités littéraires. Maintenant, je vous remercie et je vous conseille de relire ou bien de suivre cette vidéo en prenant des notes. La prochaine fois, on va essayer de travailler un autre exercice littéraire qui se pratique dans ces domaines déjà avancés, dans l'introduction. Merci pour votre attention et à